Le ciel est bleu. Bon. Je vais faire une conférence en 3 parties. Une première partie qui est d'essayer d'expliquer pourquoi je me suis penché sur cette question de la gouvernance d'Internet. Puis ensuite, évoquer 7 exemples des principes qui dictent cette gouvernance et les effets que ça a dans les entreprises ou dans notre vie courante. Et puis une troisième partie où on fait le dialogue ensemble. Alors, donc je me suis intéressé pour la Fondation pour Genève à cette question des soft institutions. C'est un travail que je fais depuis 4 ans qui concerne en fait, plus près, qui concerne en fait un peu le rôle de Genève dans le monde à travers ces institutions internationales qui produisent en fait des normes, de la régulation, des labels, que ce soit l'OMC, que ce soit ISO, que ce soit les gens de ITU qui s'occupent justement des télécommunications. Donc Genève est une espèce d'énorme machine à produire des soft laws, des lois qui ne sont pas votées par des parlements, mais des lois qui ont un effet sur notre quotidien. Ça, ce sont les soft laws. Elles sont en général volontaires, elles sont non punissables, elles sont non contraignantes. Il y en a beaucoup. Un exemple, bien sûr, c'est le ISO 9000 pour les entreprises, qui était sur la qualité, contrôle de qualité pour les entreprises. Il y a plus de 2 millions d'entreprises qui ont fait cette procédure ISO 9000 et qui a garanti en fait aux entreprises que s'ils passent par un sous-traitant, ce sera fait avec qualité. Ça, c'est une norme soft, parce qu'aucun parlement au monde n'a voté ISO 9000. ISO 26000 qui vient de sortir sur la question de l'environnement et de la responsabilité sociétale, c'est pareil. Mais il y en a des plus puissantes. Par exemple, on a toutes les universités européennes sont passées à travers une soft law qu'on appelle processus de Bologne, et qui a changé complètement le système d'accréditation sans qu'aucun Parlement européen, à part les Français, aucun Parlement européen n'a voté là-dessus. Et c'est pour ça que ça ne marche toujours pas en France. Ces soft laws sont d'une puissance incroyable. Elles donnent la hauteur des trottoirs aujourd'hui. ISO est une machine qui produit environ 27 000 réglementations. Mais si je prends les télécoms, c'est pareil. En 1864, en Europe, tous les parlements ont voté sur le code du télétexte. Non, comment on appelle ça? Du télégraphe. En 1864, on vote à Berne le code. Personne n'a voté sur le code d'Internet, dans aucune partie du monde. Et donc, j'essayais de montrer ça. Quand vous regardez ces lois, on se dit, mais elles sont organisées comment? Les lois hard, celles des parlements, on sait bien, c'est la démocratie directe, c'est le Parlement, c'est les 2 chambres, il y a des fois des votations populaires dessus. Il y a tout un mécanisme qui est mis en place pour créer une loi. Le législateur, il est élu, il rend des comptes, etc. Qui fait ces soft laws? Et donc je me suis intéressé dans ce livre-là à un exemple, Internet. Qui fait les lois d'Internet? Comment ça s'organise? Et c'est juste fascinant. C'est-à-dire que pour l'essentiel, ce sont une nébuleuse d'organisations, dont une extrêmement importante est ici à Genève, qui est Internet Society. Ils ont leur centre ici à Genève, et Washington. Ça montre bien le rôle de Genève. Les 2 grandes puissances au monde, c'est Washington et Genève. Il y a juste Washington qui ne le sait pas. Mais c'est fascinant de voir ça. Et donc vous avez une nébuleuse d'organisations qui organise le code d'Internet. Mais le code est la loi. Et donc, les parlementaires que vous envoyez à Genève, bon, ceux-là, ils ne comptent pas. Bon, disons à Zurich, là, ils ne comptent pas non plus. Berne, ils ne comptent pas non plus. Bruxelles, ils ne comptent pas non plus.
Qui compte dans ce monde? Qui gouverne le monde? Et donc je passe à travers cette institution, j'aurais pu prendre une autre, par exemple la question de l'environnement, c'est pareil. Ce sont des softs institutions qui gouvernent la question de l'environnement. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Évidemment, à l'origine, par exemple la question humanitaire, avec les Red Cross, le CICR, c'était la même chose. Je reviens à Internet. Pourquoi c'est passionnant ça? Parce que dans le fond, en 2020, la moitié des habitants de la Terre sera née après le web, après 93. Ces jeunes gens et ces jeunes filles pensent Internet, pensent comme Internet, pensent la gouvernance comme Internet. Ils n'ont agi et vécu et été éduqués que dans cet esprit. Donc, ils l'ont intimement dans la peau. Quand ils réfléchissent, quand ils parlent, quand ils agissent, c'est avec ces régulations-là. Même si elles sont implicites, hein, ce n'est pas du genre à les faire explicites. Elles sont implicites. Voilà. Donc l'exercice que je propose maintenant, c'est un exercice d'en rendre quelques-unes explicites. Bien sûr, j'en ai pris que quelques-unes, mais je vous soumettrai celle-ci et puis je vous demanderai à la fin de m'en offrir d'autres dans la discussion. Donc si j'ai raison, derrière le système d'Internet, d'une manière implicite, il y a le code de pensée, de gouvernance du monde de demain. Si nous regardons Internet autrement qu'à travers ses applications et ses prouesses technologiques, hein, donc on va regarder aucune prouesse technologique, aucune prouesse d'application. On regarde les principes fondateurs. De ces principes fondateurs, on en tire une idée simple, ça représente un système, un peu comme en statistique ou en physique, un système avec des degrés de liberté. Alors qu'est-ce que c'est qu'un degré de liberté? C'est très simple, si je prends un hélicoptère, il a 6 degrés de liberté. Il peut aller. Il y a des militaires, c'est pour ça que je pense aux hélicoptères tout de suite. Hein. Donc il peut aller en avant, en arrière, de côté, en haut, en bas. Mais il peut y aller en rotation. Ça lui fait 6 degrés de liberté. Quand vous conduisez une voiture, vous avez en principe 3 degrés de liberté. Vous pouvez aller à droite, à gauche, en avant, en arrière. Mais, 3e degré, vous pouvez accélérer ou freiner. Très important le 3e, hein, sinon on écraserait tout le temps quelqu'un. Le 4e degré de liberté en voiture s'appelle l'accident. Donc, en fait, on n'en a pas tellement. Un système, et c'est très connu des statisticiens et particulièrement des économètres, c'est la même chose. Dans tous les systèmes, il y a des degrés de liberté. Donc, un principe d'Internet peut offrir un degré de liberté qui va permettre aux entreprises de plonger dedans et d'offrir de nouveaux services, d'offrir de nouveaux produits. C'est ça, hein? Pourquoi c'est important de regarder ça? Bon, ceci étant posé, je vais me lancer à l'ordre. Ah, il faut que je tire dans quelle direction? Là, plutôt? Alors, je commence par Lynn Saint-Amour. Lynn Saint-Amour est la présidente de Internet Society. Cette femme est plus importante que Sarkozy. Enfin, c'est normal, ça. Elle est plus importante que n'importe quel président de n'importe quel pays. Elle est totalement inconnue, mais elle a un joli nom déjà. Hein. Lynn Saint-Amour est notre présidente, puisqu'elle est présidente de Internet Society. Hein. Elle n'a pas été élue, mais c'est elle. Vous pouvez la croiser à Genève, de temps en temps. Elle a fait l'introduction de ce livre, c'est pour ça que je voulais la montrer. Donc, il n'y a pas encore de hymne national hein, d'Internet, sinon on se serait tous levés, on l'aurait chanté, mais on a au moins une présidente. Là, voilà. Je crois qu'il faut que je tire ça ici. Alors, je commence un peu historiquement. J'en prends seulement 7 de ces principes. En 61 est né un des tout premiers principes, qui est celui dit de end-to-end. Aujourd'hui, dans la discussion, on parle souvent
de la neutralité du net pour désigner ce problème-là. En fait, c'est l'idée que sur Internet, les deux extrêmes de la chaîne ont le pouvoir. Les paquets qui se baladent entre les deux extrêmes. Si j'envoie une image à quelqu'un sur son site, l'image est décomposée en paquets. Chacun des paquets va suivre sa propre voie, donc il est rerouté comme ça. Et quand il arrive sur l'ordinateur de la personne à qui j'ai envoyé ça, il est recomposé. C'est comme si vous preniez un paquet dans lequel vous mettiez de la vaisselle et vous envoyiez à votre tante. Le postier casse la vaisselle en multiples paquets, envoie tous ces paquets séparés et votre tante doit recomposer la vaisselle en la collant. Voilà, c'est ça. Ça, c'est Internet. C'est un principe extrêmement fort, c'est le end-to-end. Ce end-to-end a un changement brutal pour les entreprises parce que quelque part, il supprime ou il diminue fortement le rôle des intermédiaires. Dans la société d'où l'on vient, avant la présidente, avant Lynn Saint-Amour, c'était une société dominée par les intermédiaires. Vous ne pouviez rien faire sans eux. Le libraire, etc. Les transports étaient comme ça, on devait passer par un office de tourisme, par une agence de tourisme, etc. Maintenant, on peut aller tout droit, d'accord? Et je peux aller tellement tout droit que j'ai inventé le P2P. Il y a eu bien sûr le B2B, le C2B et tout ça. Tous ces principes commerciaux qu'on connaît aujourd'hui sur Internet viennent de ça. Mais ça, c'est inscrit dans l'architecture d'Internet. C'est ça la spécificité. C'est-à-dire, même quand un président d'un pays essaye d'interrompre Internet, ce qu'il fait, il coupe le câble au milieu. Il ne coupe pas les paquets. Il tire, il déplugue les connexions. Donc, il dit aux opérateurs de télécom, on ne laisse plus rien passer. Mais il ne peut pas contrôler ce qui passe. C'est fascinant. Premier des principes. Alors, c'est ce monsieur-là, Leonard Kleinrock, qui a eu cette idée. Il est en Californie. Là, il est un peu plus vieux sur la photo en haut, mais là, ça c'est des équipes de révolutionnaires, là, dans les années 60, ceux-là, en bas. Alors, si ça veut bien avancer, ce machin. 63. Ted Nelson, c'est un des tout premiers qui a écrit un texte sur hypertexte. Hypertexte, c'est fondamental. Avant hypertexte, on avait le texte. Et qu'est-ce que c'est qu'un texte? C'est quelque chose de linéaire, dont je commence à A et je finis à Z. Ce qu'il introduit, lui, c'est la possibilité, quand je suis au milieu, vous avez souvent vu ça, c'est ces petits mots bleus qui m'envoient dans un autre espace, sur d'autres textes, des images, du son, etc. etc. Hypertexte n'existait pas avant. Bon, il y en a qui me disent la Bible est un hypertexte. Je veux bien, j'ai jamais compris, mais disons, ça c'est un vrai hypertexte. Et hypertexte est à la base même de la philosophie d'Internet. Tout est lié à tout. Vous l'avez déjà remarqué. Quand vous vous baladez dedans, tous les documents, en quelque sorte, vous pouvez les attacher à un autre document. Ça, c'est une révolution dans les entreprises extraordinaire parce que dans les entreprises, jusqu'à ce moment-là, la documentation était classée, normalisée, selon un classement, justement, qui était donné. Moi, j'ai travaillé à la Confédération, j'ai ouvert la Swiss House à Boston, et quand j'ai ouvert ce consulat scientifique, j'ai reçu de Berne 6 armoires à classement. Métallique, vous voyez, de l'armée suisse. Je voulais dire la couleur de l'armée suisse. Solide, des machins hallucinants, quoi. J'ai dû lui mettre dans la cave, si je le mettais à l'étage, ça cassait le plancher. Bon, je reçois ça, j'écris un mot, un email à Berne en disant « j'en ai pas besoin, je vous les renvoie ». Et le mec hurle, prend l'avion, il arrive, il dit « voilà comment on classe ». Et j'ai dit « oui, je classe exactement de la même manière ». Mais sur un disque dur.
Il m'a dit, vous allez faire des photocopies de chaque chose qui était sur le disque dur. Depuis, beaucoup d'entreprises ont compris quand même, Confédération un peu plus tard, qu'on pouvait classer autrement les objets. Ce changement-là, ce changement de la nomenclature, le changement du classement, le changement que tout document est lié à quelque chose, est une révolution immense et pas finie, de loin pas. Parce qu'évidemment, c'est plus le stock qui compte, c'est le lien. Mais je vous rappelle qu'on est quand même dans une société du stock. Et quand vous dites c'est le lien, donc le hyperlien, c'est pas évident. On préfère le stock. Allez, ça c'est mon stock de marchandises. Mes classeurs de 6 tonnes. Ted Nelson, très important ce bonhomme. On avance un petit peu dans le temps. Mais je ne sais pas où je dois viser là. Il est où le computer? Là-bas? Ah, tu le fais? On arrive en 1973. Winton Cerf est un des types les plus importants dans toute l'histoire d'Internet. Lui, avec des copains, il faut voir ça, hein, c'est quand même une bande de rigolos, payés par, à ce moment-là, je crois que c'est la DOC, je ne suis pas sûr, c'est peut-être encore le département militaire, puis après ça tourne, mais je ne sais plus exactement, ça tourne là autour. Au début, c'est les militaires qui payent ARPANET, ils sont payés par eux, puis après c'est le département de commerce, puis après c'est les universités, puis après c'est plus personne. Ah, si, nous. Mais lui, avec ses copains, ils inventent un paquet qu'on appelle le TCP/IP. En fait, c'est tous les protocoles, toutes les couches protocolaires qui vont organiser Internet. Hein, c'est les fameuses 7 couches, là, vous les avez déjà vues si vous avez fait un petit peu de physique ou un peu d'informatique. Mais c'est fantastique ce qu'ils font parce que, dans le fond, ils vont mettre en place le code technique d'Internet. Et ils sont 5 ou 6. Et ils designent ça très proprement et inventent, en fait, la partie la plus importante, c'est les communications, ils décident comment les communications vont fonctionner, avec cette idée extraordinaire du Internet Protocol, et qui va donner naissance, dans le fond, à toutes les possibilités d'adressage et tout le reste. TCP/IP continue à évoluer. Et vous allez voir que, dans le fond, il y a 2 groupes de gens. C'est comme si on avait 2 parlements. Hein, on a le Sénat et le Parlement. Alors, ceux-là représentent la partie technologique. Et puis, il y a un autre groupe, si tu pouvais avancer ce machin. Ah. Bon, je reviendrai un peu plus tard. T'es sûr que tu ne m'en as pas sauté un? Voilà, tu m'en as sauté un. 69. Donc, il y a 2 groupes de gens. Il y a ceux qui s'occupent de la technologie et ceux qui s'occupent du code. Ça, c'est les mecs qui s'occupent du code. Ça s'appelle RFC. La loi sur Internet, c'est les RFC. C'est une vraie codification sous forme de loi. Et ça s'appelle Request for Comment. C'est fascinant. Comment est-ce qu'on fait une loi sur Internet? Eh bien, vous êtes dans un des groupes autour de ISOC, d'Internet Society, mais même vous pourriez le faire. Vous soumettez un papier. Ce papier dit, par exemple, sur Internet, on va inventer le Open Data. Vous écrivez un papier comme ça, ou les Creative Commons, ou n'importe quoi, hein, ou du code. Et ce monsieur-là, Steve Crooker, qui est mort depuis, était comme le greffier. Il notait tout. Il a fait la première des lois. Et il les écrivait. Et on les codifie. Donc on a eu une RFC numéro 1, maintenant je crois qu'on est dans les 4 ou 5 000. Tout est codifié. Essentiellement par un groupe qui est lié à Internet Society, qui sont les ingénieurs, Internet Engineer Task Force. Ça, c'est le principal. Ils sont 800 gars un peu dans le monde, élus par personne, connus de personne, volontaires, mais il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent. Si jamais vous voulez être candidat, vous pouvez essayer d'entrer dans ce parlement du temps moderne. Et eux s'occupent vraiment plus, dans le fond, de la codification, donc de créer les lois. Et le groupe qu'on a vu avant
surtout de tout ce qui concerne les transports et la communication. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est quelque chose qui est très clair pour vous quand vous pensez à une démocratie comme celle de la Suisse ou les démocraties européennes, avec les parlements, les lois, la forme de représentation. Ici, on est dans une espèce de nébuleuse, contrôlée, efficace, mais qui échappe, aux médias complètement. Par exemple, la présidente du Monde, personne ne l'a jamais présentée. Combien de gens dans la salle connaissaient Lynn Saint-Amour, par exemple? 1, 2, bon, il y a des favoris là, 3, 4, 5, vous voyez? Mais personne n'est tellement fasciné par ce côté-là, et c'est pour ça que je l'amène sur la scène, parce que je pense qu'il est plus important qu'on pense. Les résultats, les applications, la technologie, iPad, iPhone et tout ça, c'est OK. Mais pourquoi ils sont nés, c'est beaucoup moins OK. Request for comment, c'est vraiment la base, c'est l'ADN en quelque sorte d'Internet. Ça donne une liberté de penser qui est quand même importante parce que les jeunes gens pensent cette forme, en fait, distribuée du pouvoir. Non représentative, ils s'en foutent. Distribuée, c'est très important parce que, je n'ai pas montré, mais dans cette nébuleuse, il y a encore plein d'autres organisations qui sont plus ou moins contestées, comme ICANN, comme 3W, comme... Il y en a bien une vingtaine, ils sont dans le bouquin. Et ça tourne comme ça. Et il y a une recherche du consensus. Le consensus est toujours retrouvé, jamais par un vote, il n'y a pas de vote, est toujours trouvé par l'efficacité. Au bout du moment, si une loi est appliquée, elle fait force de loi. Si elle n'est pas appliquée, elle tombe de côté. C'est ça la logique. Deuxième logique, c'est une logique vachement intéressante pour nous. Vous voyez, par exemple, on nous dit de conduire à droite les voitures. Si tout le monde conduisait à gauche, on n'appliquerait pas la loi. Je ne vous dis pas le nombre d'accidents, mais c'est ça l'idée fondamentale. Une loi ne marche que si elle est exécutée, appliquée par le plus grand nombre, dans Internet. Ce n'est pas le cas chez nous aujourd'hui. Mais il faut voir, les jeunes pensent comme ça. Les jeunes qui arrivent dans les entreprises aujourd'hui pensent comme ça. Ce qui fait force de loi, c'est ce qui est appliqué. Donc si dans votre entreprise, vous avez une série, disons, de commandements de l'entreprise et que les jeunes ne l'appliquent pas, ils s'en foutent, et vous avez bien le temps de la changer. C'est ça qui est fou, il faut vraiment comprendre ça. La deuxième chose des RFC dans ce processus, c'est que contrairement à la loi chez nous qui est donnée a priori, donc la loi continentale, le code, c'est un a priori. J'écris la loi et après on l'exécute. Ici, c'est le contraire. Toutes les lois sont des lois a posteriori. On fixe la régulation quand les choses ont avancé. C'est très anglo-saxon, c'est très surprenant en général pour nous, méditerranéens. C'est à l'envers du bon sens. On fixe le long du chemin. Alors, il peut y avoir de la jurisprudence, les gens peuvent s'engueuler, etc. Mais c'est ça qu'on accepte. Ce n'est pas a priori, c'est après usage. C'est un changement complet pour nous. Tout notre système, nos entreprises, nos lois sont organisées dans l'autre système. Bon, on va laisser tomber lui, là. Voilà. Là, maintenant, on fait un saut. Les années 80 sont un peu merdiques dans le monde d'Internet. Il n'y a rien qui s'invente. Il faut voir que Internet, dans ces moments-là, c'est essentiellement dans le milieu universitaire. Il faut voir qu'il y a plusieurs réseaux à ce moment-là. Toutes sortes de réseaux. Et on n'a pas encore ce réseau des réseaux. C'est-à-dire, il existe sur le papier, mais il n'existe pas dans les applications. Donc, les entreprises ont des réseaux locaux, et on a tout ça. Les années 80 ne sont pas très productives par rapport à Internet. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est aussi parce qu'on a changé. C'est le département du commerce qui s'occupe de ça. Il y a moins de pushy, etc. Al Gore dira le contraire. Al Gore dira, c'est là que j'ai inventé Internet. Gonflé, le gars. Bon, il a eu un prix Nobel, on ne peut plus rien dire, mais gonflé. Il n'a rien inventé du tout. C'est une longue machine, il n'a amené aucun principe, Al Gore. Rien.
D'ailleurs, il a eu un prix Nobel pour ces questions d'environnement en faisant un PowerPoint. Ah, j'ai oublié de dire, c'est mon premier PowerPoint. Je vais aussi finir par avoir un prix Nobel. Hein. Fascinant. Hein. Prix Nobel pour un PowerPoint. Bon, c'est vraiment très con, hein, les PowerPoint. Mais aujourd'hui, j'ai dû faire sérieux. Alors, première fois. Non, mais le sujet est sérieux. Le sujet est un petit peu difficile, mais il est marrant parce que c'est une approche totalement nouvelle de regarder une chose qu'on connaît tous, en fait. Hein. URL. Alors, URL, c'est extrêmement important. Vous voyez, au milieu, il y a une adresse, là, URL, cette longue adresse, HTTP, etc. Vous les connaissez tous, ça. URL, c'est un saut et ça donne une liberté extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on adresse un document, une photo, une image, du son, en lui donnant une adresse dans l'univers Internet. C'est une adresse symbolique, pas physique. Mais derrière, évidemment, il y a une machine qui va retrouver l'adresse physique exacte. Mais pour nous, c'est symbolique. C'est symbolique, puis c'est en général incompréhensible. Hein, vous voyez cette longue adresse. Mais URL, c'est à la base de tout notre système. Chaque objet dans Internet a une adresse. Avec ceci, je peux adresser n'importe quoi. Comme on ne se souvient pas de ces adresses, évidemment, on a inventé Mosaic et les moteurs de recherche qui... On ne s'occupe pas de l'adresse. Ce qui est assez vicieux, c'est que chaque objet a une adresse, mais nous, comme utilisateurs, on s'en fout. Puisque ce qu'on cherche, c'est le contenu dans ce document, etc. Et donc, les moteurs de recherche nous offrent ça. Mosaic, etc., on en parle après. Donc, mais ce que je voulais montrer, ce qui est fascinant par rapport au monde extérieur, dans le monde extérieur, les seules adresses qu'on connaît, c'est les adresses topologiques. La rue, hein, c'est des adresses liées à la topologie. Hein, Switzerland, Geneva, route de Suisse, 107, 5e étage. Boum. Là, je sais où je suis. Ici, j'adresse un document avec une adresse extrêmement complexe, donc extrêmement précise, mais moi, alors, comme individu, je ne sais pas à quel endroit physique c'est exactement. Donc je me libère de ça. Je me libère du lieu physique où ce document est caché. Je m'en fous. Mais je m'en fous même de son adresse avec les moteurs de recherche. Ça, c'est un changement pour les entreprises total. Ça veut dire quoi? Mes fournisseurs, je m'en fous où ils sont. Je peux faire aujourd'hui un catalogue de mes produits ou des services que je vends, ayant stocké aucun des produits ou aucun des services à un seul endroit. Ils sont tous répartis dans le monde entier. Mon catalogue donne l'illusion, comme dans l'ancien catalogue, que tous les objets sont rassemblés dans un stock, dans un dépôt, chez moi, dans mon bureau. Avec ça, je n'ai pas besoin. Hein, donc tout d'un coup, je détache, et dans l'entreprise, c'est très important, je détache de manière physique les contenus, les services, les personnes, etc. La plupart des entreprises ne l'ont pas encore fait. Hein. Si je vais à la Migros, je vois encore l'objet à la fin. Mais on pourrait imaginer que demain, tout ça soit très, 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 très ouvert. Et que quand je commande un produit chez le shop, ça ne passe pas dans un stock le shop. Mais que chaque produit est renvoyé par le fournisseur lui-même, directement chez vous. Vous voyez, tout le progrès qu'on a encore à faire. On est encore très loin d'avoir tout compris, ce qui est inscrit fondamentalement dans Internet. On agit toujours dans l'ancien monde, mais la génération qui arrive, elle pense comme ça, elle est très 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 libre. Très impressionnant. Je continue. Donc on est en 92, on se rapproche. Et là, il y a un grand moment à Genève. Le Woodstock du web. 25, 26, 27 mai 94. C'est authentique, vous allez sur Google, Woodstock du web, vous le trouvez. C'est un forum qui a lieu au CERN, avec ces jeunes gens. Ouais, ils sont un peu moins hippies, hein, on est dans les années 90, mais ils fument toujours autant. Et ces gars-là représentent les années 93-94. 93-94, c'est vrai, c'est vraiment là la révolution d'Internet. Hein. C'est le web qui sort public. Il est déjà fait, mais il sort public
par le CERN, qui l'offre gratuitement au monde, les cons. Imaginez le CERN touchant 1 franc par web, ils n'auraient plus besoin de contribution publique, les gars. Hein. Ils crouleraient sur l'or. Ils nous trouveraient particule après particule. Ah, ils l'ont donné au monde, gratos. Il faut être suisse pour faire ça. On aurait une fortune colossale ici. Plus besoin des banquiers privés. Bon, cette équipe de gars invente ça, Mosaic sort, hein, donc les moteurs de recherche. Et donc c'est un moment crucial, parce que Internet devient le web. On a tout d'un coup une couche, que vous connaissez bien, hein, c'est cette interface qu'on voit tous les jours, unique, globale, facile d'usage, qui est une couche qui vient sur Internet, qu'on appelle le web, et qui autorise tout ce qu'on vient de voir avant. Je peux me balader, je peux naviguer, je peux reconstruire le monde comme je le vois, sur une seule page. Et ça, c'est une révolution dont on ne mesure pas encore tous les effets. Ça se passe ici, à Genève, entre 93 et 94. C'est la plus grande contribution au monde après Calvin. Bon. Mais bon, j'ai fait une fois un speech sur Calvin aurait adoré Internet. La seule similitude entre Calvin et Internet, c'est que Calvin, et surtout Luther, voulaient parler directement à Dieu. Moi qui suis calviniste, je peux tutoyer Dieu, voyez, sans intermédiaire. Cool. Sans avoir à payer aux intermédiaires. Hein. Je n'ai pas de dîme à payer à l'Église catholique. Rien. Gratos. En plus, je peux lui parler dans ma langue. Il parle toutes les langues. Bon, ça c'était... Bon. Cette conférence, il y avait 13 personnes dans la salle. Non, je vous jure. J'ai fait des progrès depuis. Dont ma femme, bon ça fait plus que 12, et un journaliste. Mais le journaliste, il a écrit ça. Ça fait le tour du monde. Donc j'ai dû faire des textes pour les Hongrois, quand les Américains sont venus pour les 500 ans de Calvin, j'ai dû faire des speeches sans arrêt, etc., etc. Je me suis fait plus connaître avec l'histoire de Calvin et Internet que tout ce que j'ai écrit dans ma vie. Fascinant. Alors que c'était une connerie, hein. On est d'accord. Non, c'était une image. Hein. C'est ce que je fais aujourd'hui. Hein. C'est des métaphores. Mais elles aident à réfléchir autrement. Hein. C'est ça que j'essaie de faire. Donc cette équipe, autour de Tim Berners-Lee, qui est quand même celui qui a, avec le français qu'on oublie, écrit le code du web, de cette partie. Mais le web sans mosaïque ou sans les navigateurs, ça ne vaut rien. Donc c'est cet ensemble. Ça se passe ici pendant 2 ans. Hallucinant. Aucun journaliste n'était présent, que les barbus. Non, mais pas les mêmes qu'en Tunisie, hein, d'autres. Bon, allez, la suite, là. Bon, après, évidemment, de 93 à 94, je saute des tas d'étapes. Des tas d'étapes. C'est très créatif, mais je donne que quelques exemples. Donc, je saute à 2001, sur une équipe autour de Larry Lessing, qui invente en fait le Creative Commons. Jusqu'à ce moment, on avait finalement 2 modes essentiellement. Les choses étaient libres ou les choses étaient en propriété intellectuelle, copyright, etc. Mais dans ce monde un peu fou de ces gens d'Internet, dès le départ, il y avait cette idée de la gratuité. Les informaticiens, moi j'ai fait partie d'eux, on se donnait du code, on s'échangeait tout était ce côté-là, hein, un peu Woodstock hein, déjà. On ne payait pas les tickets, on ne payait pas les billets. On n'a jamais payé pour aller voir Woodstock. Donc on ne payait pas. Et donc cet esprit-là est resté aussi chez les utilisateurs après. Et donc eux, je crois qu'ils sont à Boston, ont commencé à réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place de cohérent par rapport à la propriété intellectuelle qui ouvre en quelque sorte la propriété intellectuelle. Donc les Creativity Commons, c'est pas tout libre, hein? C'est des degrés de liberté dans ce qu'on appelle le copyleft, hein? Sans droit de copyright. Et donc ils offrent ça, et c'est assez bien réfléchi parce qu'on avait vraiment besoin de quelque chose entre le tout et le rien. Et donc les Creative Commons protègent soit le nom, soit différents degrés de protection.
la propriété intellectuelle. Mais c'est un changement notoire parce que toute la société industrielle a été construite sur les brevets, hein, essentiels. Alors je ne dis pas que les gens de la pharma sont très contents avec ça, mais disons, ça change les esprits. Hein. Et il faut voir une chose, c'est que ça change le monde, ça. Et que ces jeunes gens, ceux qui seront majoritaires en 2020, pensent comme ça, pensent Creative Commons. Copyleft, c'est pour les gars en noir et blanc comme moi, hein, ceux qui viennent des années 60, du fond de l'histoire. Mais les jeunes, c'est ça. Donc ça va changer les mentalités et ça va changer les entreprises qui, je le rappelle, sont basées quand même sur le transactionnel. Dans une entreprise, tout est transactionnel. Il y a un contrat pour la formation, il y a un contrat pour l'embauche, pour le travail, il y a un contrat avec les clients, il y a un contrat avec les fournisseurs, etc. Tout est du type transactionnel. Et on entre, pour une entreprise c'est très complexe, mais il le découvre dans un seul domaine qui est l'information pour l'instant, on rentre dans du transformationnel. C'est un peu protégé, mais pas tout. Et on a des niveaux de protection. Donc des contrats de ce type-là, c'est extraordinaire. La génération là, dont je parle, que d'autres ont appelé la génération Y, souvent ils entrent dans une entreprise et ils disent « Que peut faire l'entreprise pour moi ?» Et ça c'est violent quand vous êtes entrepreneur, c'est pas comme ça que vous voyez les choses. Vous dites comment le gars peut travailler pour moi. Non, non, lui il dit comment l'entreprise peut faire quelque chose pour moi. Mais il faut qu'on s'habitue à ça. Hein. Et donc on entre dans un ère que j'appelle le transformationnel. C'est une négociation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de transaction, mais la transaction est un peu plus souple. Ce n'est pas du noir et blanc. Et donc il faut comprendre ça. On le voit très bien dans le domaine de l'information, avec les blogueurs et Wikileaks aussi et tout ça, ou les Facebook et tout ça, dans le domaine de l'information, l'entreprise n'est plus dans du... ou l'a peut-être jamais été, mais ça devient très grave pour elle parce qu'elle n'est plus du tout dans du transactionnel. Il n'y a pas de deal. Hein, et donc elle est dans une transformationnelle de discussion. Nous sortons d'un monde où l'entreprise communiquait pour un monde où l'entreprise discute avec ses clients. Pas pareil. Et on voit les couacs de ci, de là, Nike, quand il y avait ses petits-enfants qui faisaient des chaussures au Pakistan, etc., c'est des couacs extraordinairement importants, et donc l'entreprise doit repenser, d'abord à travers la communication, mais ensuite après le marketing, et ensuite après les produits, et ensuite après... vous voyez, il y a des formes modernes qu'on appelle le crowdsourcing. Hein, je sors dans la population, même la création de mes produits. Procter & Gamble fait ça, ils ont des concours. Donc, vous vous rendez compte, mon client n'est pas seulement mon client est celui qui trouve la prochaine bonne idée, qui éventuellement la fabrique et qui finira par la racheter quand même. C'est comme EasyJet. Moi, j'attends toujours avec EasyJet le jour où on est tous assis dedans et il dit, y a-t-il pas un pilote parmi les passagers? Vous voyez. Là, c'est le comble, là, on aura tout fait. Mais c'est ça, hein, c'est le monde dans lequel on entre. Ah, avant la conclusion. Voilà, je fais un dernier halt sur ce qu'on appelle les mash-ups, qui viennent en fait avec la programmation Ajax, et qui est un truc très connu hein, aujourd'hui, mais c'est pas vieux, hein, c'est 2004. En fait, c'est l'idée que sur une application ou sur des données faites par d'autres, moi, je vais rajouter une autre couche par-dessus, et ça donne un nouveau produit. Je prends Google Maps et je rajoute sur Genève tous les restaurants, avec toutes leurs cartes de menu. Voilà. Ça, c'est une application où j'utilise Google Maps, je rajoute par-dessus des informations, et ça devient une nouvelle application. Mais avec la géolocalisation, c'est encore pire, je ne sais pas si vous avez vu, vous vous baladez, et oh là là, tout d'un coup, vous êtes dans la rue du Rhône, et il y a tous les commerçants qui vous envoient des trucs en disant « j'ai une action spéciale sur les banilons ». Bon. Etc., etc. Hein? Donc ça, c'est le monde hein, dans lequel on entre, et c'est un monde du mash-up. Alors ça implique énormément de choses, notamment pour les gouvernements, et ça c'est loin d'être fait, d'ouvrir leurs données, hein, open data. Le cadastre, les données statistiques, etc. On ouvre tout. Bon, je ne sais pas jusqu'à quel point, mais c'est la tendance, on entre là-dedans. Pour les entreprises, c'est aussi très compliqué, ça. C'est cette demande de transparence. Hein. Vous avez beaucoup d'ONG là-dedans qui vous demandent plus de transparence.
Globalement, vous devez faire ce qu'ils appellent, eux, accountability, rendre des comptes publics sur ce que vous faites, sur, par exemple, sur l'usage de l'huile de palmier, hein, juste pour prendre un dernier exemple. Vachement compliqué pour l'entreprise, mais c'est un changement profond de ses mentalités. Chacune de ces principes, seulement à travers 7, il y en a plus, sans doute, et donc, je vais conclure là-dessus. Alors, j'ai ouvert aujourd'hui un petit blog sur la Tribune, que vous connaissez bien, et qui est un call for comment. En fait, j'ai fait, avec Giorgio, décrit ces 7 principes, qui sont 7 degrés de liberté d'Internet offerts aux entreprises et aux particuliers. La question qu'on vous pose, c'est, y en a-t-il d'autres? Combien? Est-ce que vous les contestez, ces 7? Est-ce que vous pensez que ça, c'est seulement technique, ce n'est pas des vrais degrés de liberté? Est-ce que vous avez des applications qui sont liées à celles-là? Enfin, on aimerait ouvrir un débat pour regarder, en quelque sorte, Internet selon un nouveau regard. Ici, à Genève, ils ont bien fait le Woodstock. Hein? On peut bien faire le Paléo de Genève. Non, le Montreux. Mais c'est rigolo, hein? C'est rigolo de faire ce regard parce que, en fait, disons, c'est rigolo. C'est un nouveau regard qui donne des conséquences énormes. Si on est cohérent, chacun de ces degrés de liberté, ou des combinaisons de ces degrés de liberté, amène de nouvelles applications et de nouveaux services, économiques, ou citoyennes, ou gouvernementales. Et donc, c'est regarder à travers les 2 degrés de liberté. C'est comme l'hélico, hein, je finis l'hélico maintenant. Si, avec un hélicoptère, j'ai 6 degrés de liberté, je peux aller où je veux, quand je veux, dans n'importe quelle position. Je peux y aller à l'envers, à l'endroit, etc., etc. Vous voyez? Et donc, un système comme Internet est un système de ce type-là. Sauf qu'on n'a pas tellement regardé la chose sous cet angle. Alors, moi, j'ai consigné la première partie de ce que j'ai raconté là-dedans, dans ce livre. Il y en a 100 à la sortie, mais tous ceux qui sortent immédiatement avant la fin de la conférence en ont pas. Donc vous restez assis, et puis si vous n'en avez pas, ben, il y en a encore 100 quelque part, donc il faudra plutôt me donner vos cartes de visite, ou Guillaume n'est pas là? Non, bon, vous me donnerez les cartes de visite. Et il est gratuit. Il était produit par la Fondation pour Genève dans cette réflexion. Voilà, j'ouvre les questions.